Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le journaliste Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Xavier. Et merci d'être venu chez un de vos confrères, puisque on va dire on se côtoie aujourd'hui en tant que confrères. On se soutient et on se côtoie dans ce monde nouveau. Vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne. Vous avez travaillé et officié encore chez RT France et n'avez pas été qualifié de complotiste jusqu'à présent. Ça dépend, ça va, ça vient. Disons que à partir du moment où on est en train de faire son métier, c'est-à-dire de chercher l'info, d'avoir des sources différentes et de ne pas être simplement un petit télégraphiste de la parole officielle, on est rapidement accusé, malheureusement, d'être du côté obscur du complotisme. En 2018 déjà, vous aviez observé, on va dire, le média de la rive en utilisant des mots qui étaient autoritarisme et manque d'imagination pour le qualifier. Est-ce que ça s'applique toujours aujourd'hui, on va dire, aux médias en France ? Alors, c'était à mon passage au média, Le Média, où j'avais fait une saison là-bas, c'était la première, et il y avait eu des histoires de prise de pouvoir, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ce que j'avais vu très rapidement, c'est qu'une rédaction, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de ferme ta gueule, et beaucoup d'enjeux aussi de pouvoir. Et derrière ça, il y a aussi la question de l'imagination, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller pour présenter l'information autrement, pour la chercher, pour aussi informer, pas forcément avec le même ton, puisqu'il y a un standard, hein, quand vous faites de l'info, il y a un peu un standard, surtout en téléradio, on va dire. Presse, on est beaucoup plus libre d'une certaine façon, presse écrite. Et donc c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, la directrice de l'info de BFM, hein, Céline Pigalle, qui dit ouvertement lors d'une interview que oui, sur BFM, l'idée c'est de ne pas confronter la version officielle des faits, parce que si jamais, même si on a des faits, hein, même si on doit la confronter, puisque c'est ça le métier de journaliste en réalité, ce serait dangereux pour la cohésion sociale d'une certaine façon. Donc on a des médias qui sont là pour un peu endormir, pour un peu mal informer volontairement, pour faire en sorte que les citoyens ne soient pas des citoyens éclairés, mais simplement des consommateurs d'infos, de mauvaises infos, enfin d'infos parcellaires, pour avoir un substrat en fait de démocratie. Si vous regardez les JT de TF1 ou de France 2, le JT de 20h en l'occurrence, je le fais de temps en temps pour voir un peu la température de l'eau. Parfois, il y a des reportages un peu étonnants. On se dit, ah tiens, ils ont fait un peu leur boulot. Sinon, globalement, on a affaire à un minimum d'informations vitales qui sont toujours à peu près les mêmes, hein. C'est l'économie, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du président, il est génial, ou il est pas génial, mais quand même, il faudra un peu l'aider. Et puis, jamais d'international et beaucoup de faits divers. Ce que je résume parfois, c'est William Irigoyen qui avait écrit sur la mort du 20h. Lui disait que c'est quelque chose d'assez anachronique, puisqu'on peut s'informer maintenant de manière très différente. Le 20h arrive à la fin de journée alors que toutes les infos sont quasiment déjà passées. Et si vous regardez le 20h sans œil critique, vous y voyez un minimum informationnel, mais qui n'est pas là pour faire réfléchir. Et c'est vraiment le côté travail, famille, patrie, c'est-à-dire travail, le chômage, les chiffres du chômage, où on en est. La famille, c'est la rentrée, est-ce qu'on a le cartable des enfants, etc. Puis la patrie, sur toutes les campagnes qu'on va voir. Alors là, c'est la guerre en Ukraine, le président est formidable. Avant ça, c'était l'intervention au Mali. Ah, la France est formidable. Donc on a toujours un peu ce même substrat qui font que les gens, déjà, ne s'informent pas volontairement, enfin très peu. Je pense que les citoyens qui cherchent l'information sont peu nombreux. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'argent aussi. Il faut s'abonner à des médias. Donc quand on allume sa télé et qu'on a le 20h, on est mal informé, mais on est quand même informé, mais d'une manière assez particulière. Vous avez un passé de consultant, vous avez travaillé chez Ernst & Young en tant qu'expert en communication. On a beaucoup parlé des sociétés de conseil. Aujourd'hui, si jamais vous aviez ces médias en tant que conseil, qu'est-ce que vous leur diriez ? Vous leur diriez, vous allez du côté de la propagande, vous manquez quelque chose ? Ça dépend. Vous aussi, vous avez un passage dans le monde du conseil, donc vous savez très bien que le but d'un cabinet de conseil, c'est de conseiller son client pour qu'il fasse un maximum d'argent. Aujourd'hui, les médias déjà rapportent peu. C'est plutôt des entreprises qui sont à perte, sauf quelques-unes. Donc, si je dois les conseiller, alors
moi personnellement, pas en tant que cabinet de conseil, je leur conseillerais de s'en tenir à la charte de Munich, de qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste, qu'est-ce que c'est qu'informer, et c'est quelque chose qui fait mal. Et d'ailleurs, il y en a un qui le paye de sa personne depuis des années, c'est Julian Assange, qui est toujours en prison à Belmarsh, en Grande-Bretagne, et ça fait quasiment 10 ans que sa vie est entre parenthèses parce qu'il a osé informer. Et d'ailleurs, les grands médias ont profité de l'information de WikiLeaks à l'époque, et c'est lui qui paye pour tous, en réalité, pour avoir fait ce travail-là. Donc, informer, c'est un travail dangereux. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des correspondants de guerre qui vont être en Ukraine, qui vont faire ce travail dangereux. Vous en avez qui sont aussi des opposants qui se sont fait assassiner par les pouvoirs en place. Donc, c'est un métier dangereux, journaliste. Pour apporter de l'argent, c'est autre chose. On peut faire du divertissement. On peut faire du plateau où on va parler, on peut faire de la télé low cost, on peut faire plein de choses en fait pour apporter de l'argent, pour apporter de l'annonceur et avoir un modèle finalement qui va tenir la route financièrement. Mais encore une fois, attention, qu'est-ce que c'est que l'information ? C'est pas du divertissement, c'est pas non plus un jeu où on peut gagner de l'argent. Donc ce travail d'informer, c'est à chacun de le faire en conscience, mais c'est pas. Je crois que chaque média a sa ligne de conduite, a une ligne éditoriale, comme on dit, donc il choisit un peu comment il va angler l'information, c'est-à-dire qu'une information brute, elle n'est rien à partir du moment où vous en faites pas un récit. Tout ce que nous, journalistes, on a à faire comme travail, c'est que ce récit soit le plus près de la vérité possible, si tant est qu'il y ait une vérité qu'on puisse dévoiler. Mais si jamais vous choisissez un récit totalement biaisé, soit du côté du pouvoir, soit du côté de l'opposition, alors ça c'est autre chose. Mais ça existe, hein, et je suis pas contre du tout le journalisme d'engagement ou la presse d'opinion. C'est important d'avoir ce type de médias, mais il faut savoir ce qu'on regarde et ce à quoi on a affaire actuellement. Aujourd'hui, vous avez une communauté qui vous suit. Les gens apprécient, on va dire, votre revue de presse pour ses qualités d'analyste plus que de journaliste. Vous vous considérez entre les deux en tant que journaliste, analyste. Comment vous définissez-vous ? Disons que je fais un travail de journaliste dans le sens où mon métier premier, ma matière première, c'est l'information, mais c'est pas moi qui vais forcément aller chercher l'information. J'en reçois beaucoup maintenant, hein, c'est assez différent sur des dossiers assez lourds, notamment l'affaire Epstein, entre autres, et d'autres. Donc là où je vais faire un travail de journalisme, ce que je fais, c'est de l'éditorialisme, c'est-à-dire que je prends cette info et justement, je vais l'angler volontairement pour dire, attendez, peut-être que la façon dont vous regardez ça, c'est pas la vraie façon. Et la revue de presse du Monde Moderne, qui est sur Twitch ou sur YouTube tous les matins, je lis la presse des oligarques français, on appelle les milliardaires français, mais Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Xavier Niel, qui sont propriétaires des grands quotidiens nationaux, et je regarde un peu comment sont écrits les articles, quels sont le choix des thèmes, et pourquoi il y a des sujets qui sont tout petits, qui vont être en bref, qui vont être d'un côté de page, et pourquoi la une est sur ceci ou cela. Et j'explique un peu avec humour, l'idée c'est un spectacle, hein, pourquoi cette presse-là, qui est une presse inféodée au pouvoir d'argent, choisit ces thèmes-là et va orienter l'opinion publique de cette façon-là, même si les journalistes qui font partie de la rédaction, eux, essayent de faire un travail de journaliste essentiel, mais parfois c'est difficile, puisque une rédaction, vous avez cet ordre pyramidal, un peu comme une armée, où directeur de l'info va être un peu le chef politique de la ligne éditoriale et va vous dire, non mais c'est bien ton truc, mais on va le mettre en dernière page, derrière la pub pour Burberry, quoi, puis on verra. Donc c'est important de se rendre compte de la façon dont est fabriquée l'information, ce décryptage-là qui est fait par Arrêt sur Image également, et d'autres qui le font très bien. Et puis, c'est bien d'en rire aussi, de dire à un moment, il faut pas prendre ça au sérieux. Enfin, vous avez le Paris Match de cette semaine sur Brigitte Macron, 7 pages sur Brigitte Macron, écrit par Bruno Jeudi, au cœur de l'Élysée, où la première dame vous explique que l'Élysée est un palais ouvert à tous. Alors, pas ouvert en temps de Covid, attention, hein, parce que bon, il y avait les gestes barrières et tout, qu'elle s'habille en LVMH parce qu'elle adore le couturier principal et qu'elle adore aussi l'empereur de LVMH, Bernard Arnault. Bernard Arnault qui a quasiment acheté la marque Macron, hein, qui l'a créée, qui a fait en sorte que ce président soit un président subventionné par le premier oligarque de France, Bernard Arnault. Donc il faut être conscient de ça, il faut être conscient du pouvoir de ces gens d'argent qui jouent avec les médias justement pour orienter. Et il y en a un qui est d'ailleurs assez transparent, c'est Vincent Bolloré. C'est le seul qui dit, moi, vous savez, si j'achète les médias, c'est pas juste parce que ça m'intéresse, c'est parce que derrière, oui, je pense que c'est important de faire valoir certains points, mais c'est le seul à le dire ouvertement. Xavier Niel trouvera toujours une manière détournée de ne pas le dire, et Bernard Arnault également. Donc c'est tous les matins un peu cet exercice-là qui essaye de rassurer aussi beaucoup de nos concitoyens qui disent, je suis pas fou quand même, j'ai l'impression qu'on est quand même mal informé. Mais si jamais on continue sur cette ligne, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le droit à l'information du citoyen est plus important encore que la liberté d'informer ?
On peut dire que la liberté d'informer, on l'a. Le problème, c'est à partir du moment où on a fait son travail de journaliste, qu'on a une information crédible, qu'on a recoupé les sources, qu'on a fait vraiment son boulot, qui va la publier? Est-ce que c'est radioactif? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire fermer le média? Est-ce que c'est quelque chose qui engage dans un procès qui va durer longtemps? Est-ce que le patron est d'accord avec ce que vous avez sorti? Donc voilà, la liberté d'informer, on l'a. Le droit à l'information, c'est là où il est bafoué, je trouve. C'est dans la façon dont la hiérarchie de l'information est traitée, dans les JT, dans les médias qu'on dit mainstream, où on va choisir finalement un ordre de grandeur. Regardez typiquement. Toutes les luttes sociales, toutes les grèves que vous avez sont rarement traitées. Vous avez eu un mouvement social au sein des ouvriers de LVMH, ouvrières et ouvriers de LVMH, seule l'Humanité en a parlé. Mais les autres médias vont très peu parler des mouvements sociaux. Vous aviez les personnels de l'hôtellerie aussi qui ont été en grève pendant 1 an quasiment. C'était très peu traité, sauf par les médias alternatifs. Donc cette hiérarchie de l'info veut cacher les luttes, veut cacher aussi la réalité sociale du pays, enfin ou du moins ne pas en parler, pas la cacher, mais ne pas en parler. Donc ça fait partie de la malinformation. C'est pas qu'on est désinformé, on est mal informé. C'est important de faire la différence, parce que vous avez effectivement des organes qui vont faire de la désinformation à des buts politiques. Les médias en France font de la malinformation, c'est-à-dire qu'ils ne désinforment pas, mais ils choisissent quelle va être l'information principale de la journée, même si c'en est pas une. Par exemple, très peu de médias vont dire Manuel Valls, pourquoi il vote Macron? Parce que la REM a financé son micro-parti à hauteur de 55 000 € pour éponger ses dettes. Voilà, ça c'est des informations importantes. Si on veut regarder le patron Laurent Bigorgne, le patron de l'Institut Montaigne, qui est en garde à vue, on en parle 2-3 entre lignes pour dire qu'il avait drogué une de ses collaboratrices, non pas pour la violer, mais pour faire la fête. Super idée de la fête. Donc à un moment, il faut dévoiler toutes ces affaires-là. L'affaire Hulot, qui avait été dévoilée par un quotidien qui s'appelait Hebdo, qui a fermé très peu après, et puis Nicolas Hulot qui s'est sorti avec une pirouette à l'époque, soutenu par toute la Macronie en disant c'est du scandale, c'est de la diffamation, etc. Puis il a été rattrapé par les faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le vernis, le glacis de récits mal informationnels que vous allez avoir sur une vérité, la vérité finit toujours par éclater. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, mais on est toujours rattrapé par la vérité. On peut pas se cacher. Et donc ceux qui pensent aujourd'hui pouvoir se cacher derrière des montagnes d'argent et de journalistes inféodés ont tort. La presse française, les médias français sont parmi les plus subventionnés au monde. Si on parle de cet élément, et là, dans les derniers jours, on a vu RT France, RT et Sputnik qui ont été tout simplement supprimés, on va dire, parce qu'ils étaient liés à un État comme la Russie. Donc d'un côté, on a des médias français qui sont subventionnés par le gouvernement. De votre point de vue, c'est juste ? Alors c'est différent parce que les aides à la presse aident tous les médias, et d'ailleurs c'est souvent les médias d'oligarques qui en bénéficient le plus. C'est-à-dire que non seulement les milliardaires français arrivent à faire de l'optimisation fiscale grâce à leurs médias, mais en plus ils récupèrent de l'argent public. Donc on les paye pour faire de la malinformation, c'est super. Dans le cas de RT en particulier, Sputnik je sais pas, RT était une chaîne financée par l'État russe. Donc effectivement il y avait un budget de 25 millions d'euros annuel qui passait par un consortium, mais la société RT France est une société de droit français avec des journalistes encartés en France. Donc la question c'est qui paye. Donc effectivement là vous avez un angle de l'information, ce que je disais sur la ligne éditoriale d'un média. Évidemment sur RT France on parlait beaucoup plus de la Russie qu'ailleurs, et on parlait évidemment de ce qui se passait et en Russie, et la couverture notamment des Gilets jaunes était très différente de BFM ou TF1 ou France Inter. Donc c'est en ça que c'est important d'avoir cette pluralité médiatique, d'être conscient aussi de qui paye pour savoir aussi quelle est la ligne éditoriale. Je pense qu'une des clés, si on veut parler citoyenneté, le droit à l'information, c'est l'éducation aux médias. C'est d'arriver des très tôt, de dire aux élèves, de faire comprendre ce que c'est que l'information, que c'est pas seulement de la vérité, que c'est aussi beaucoup d'histoires, que ces histoires-là, il faut savoir les décrypter, il faut savoir comment elles sont fabriquées, et qu'à partir du moment où on a la fabrique de l'information, on a aussi la fabrique de l'opinion, et donc on a tout un travail sur l'opinion publique, sur la politique, qui est beaucoup plus large finalement que l'information. À une certaine époque, je crois que c'est plus trop le cas grâce aux subventions et à une certaine évolution du métier, la presse était le quatrième pouvoir, c'était un pouvoir. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir des affaires, on pouvait
vraiment faire trembler des politiques. Aujourd'hui, quelques médias sortent quelques petites affaires financières ou autres, mais même quand vous avez un scandale comme les Pandora Papers, dans lequel Zelensky est nommé d'ailleurs, hein, le Premier ministre ukrainien, il est président ukrainien, ça fait, une semaine de titres, et puis on passe très vite à autre chose. Puisque dans les Pandora Papers, vous avez beaucoup de noms également, comme Zelensky, mais aussi comme des investisseurs français qui vont se retrouver dans ces infos-là. Donc, le quatrième pouvoir en a pris un sacré coup. Et regardez, pendant le quinquennat de Macron particulièrement, le nombre d'affaires. Vous avez plus d'une vingtaine d'affaires qui ont été sorties dans la presse. L'affaire Benalla, l'affaire Ferrand, je vais pas toutes les citer, il y en a trop, mais en dernier lieu, l'affaire Solaire, etc. Belloubet, etc. Belloubet, toutes ces affaires, et François a fait partie aussi de cette presse qui a pu sortir les affaires, n'ont eu aucun impact sur derrière le récit médiatique de Emmanuel Macron, le meilleur président que la France ait jamais connu. On a là le pire de l'ancien monde, avec autant d'affaires, voire plus que sous Sarkozy ou d'autres présidents, avec un bilan calamiteux qui va être masqué par une pirouette en disant maintenant je suis le père de la nation en guerre, donc vous devez tous être derrière moi, et trop peu de journalistes qui sont là pour dire mais c'est n'importe quoi, on se fout de notre gueule, excusez-moi du peu, mais là c'est de la communication politique à deux balles, il est temps de tirer à boulet rouge, et pas parce que c'est la guerre ou quoi que ce soit, mais parce qu'on doit ça aux Français, parce qu'on doit l'information aux Français. Parce que c'est l'article 1 de la Charte de Munich, en fin de compte, quoi qu'il en coûte aux journalistes. Absolument. Et alors, on a vu beaucoup, durant la crise de Covid, une forme de consensus scientifique dans les médias. Sur RT France, on a vu que ce consensus n'était pas toujours suivi. Vous avez reçu des directives de la part de la rédaction ? Jamais, non, j'ai jamais eu. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne. Moi, j'étais éditorialiste, donc j'étais pas dans la rédaction en tant que salarié, en tant que journaliste qui faisait ce travail quotidien. Mais par contre, je proposais des sujets, j'avais toute liberté pour proposer ces sujets, et puis ensuite, personne ne relisait mes éditos. Personne ne me disait ça t'as pas le droit de le dire ou faut pas, et donc je disais j'avais une liberté totale. Donc ça c'est important, et tous les journalistes de RT vous le diront. Au moins les éditorialistes de notre côté, on n'a jamais eu de censure, jamais. Donc on peut tout à fait tout dire. Et puis RT savait à l'époque que le CSA puis l'Arcom, de toute façon, étaient extrêmement méfiants par rapport à ce qui se disait à l'antenne. Donc, de toute façon, la rédaction, la direction était très conscient de ce risque-là. Donc, le travail journalistique sur RT était exceptionnel pour éviter d'avoir justement un mot plus haut que l'autre ou une fausse information à l'antenne. Parce qu'on n'allait pas le rater, quoi, en fait. C'est le premier incartade. Le premier incartade, la chaîne fermait. Donc, tout le monde en était conscient. Donc, il y avait une vraie ligne. C'est une chaîne où toutes les voix étaient entendues. Vous aviez Bruno Megarban, qui était à l'antenne souvent, pour parler de la campagne de vaccination. Il n'y a jamais eu une ligne anti-vax. Alors après, vous pouviez dire, sur la gestion sanitaire, moi j'ai tiré à boulet rouge sur le pass sanitaire plus le pass vaccinal, parce que je pense que c'est une mesure dangereuse pour la démocratie et nos libertés. On était peu nombreux finalement à le dire, mais on pouvait le dire au moins sur RT de manière assez visible, et sur Sud Radio également. Mais voilà, j'ai jamais eu de directive sur ce que je devais dire ou quel était le sujet de l'édito du jour. Mais donc, n'est-ce pas paradoxal qu'une chaîne comme RT, financée par des capitaux russes, dans lequel vous avez une totale liberté d'expression et pas de revue, soit aujourd'hui, on va dire, interdit d'émettre et fermée, alors que Céline Pigalle elle-même, chez BFM, dit que il faut pas aller à rebrousse-poil de la parole officielle parce que ça pourrait affecter les gens. C'est à peu près les mots qu'elle a dit. Et en plus, ils sont financés par l'État. Donc, en fait, c'est presque une forme d'inversion complète des valeurs. Alors, pour BFM, je sais pas s'ils ont tant d'aides d'État que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs, et de dettes. Non, mais c'est pas une inversion des valeurs. C'est le projet macroniste. Emmanuel Macron est un homme de la propagande politique, propagande à l'ancienne. Alors, on appelle ça de la communication politique aujourd'hui, mais il faut lire le livre Propaganda d'Edouard Bernays pour comprendre ce que c'est aujourd'hui que la propagande. Enfin, anciennement la publicité, puis la communication politique, mais ça reste de la propagande. Donc, tout ce qui est l'ADN du macronisme, j'aime pas ce terme l'ADN, mais la marque de fabrique, le projet macroniste, c'est la propagande et la censure. Je l'avais dit, à l'époque j'étais encore sur France Info, dès la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, quand j'avais vu la façon dont on avait traité le pool de journalistes de l'Élysée. On avait voulu les faire déménager de l'Élysée, puisque vous avez les correspondants de chaque média qui sont à l'Élysée pour traiter de ce qui s'y passe. On voulait les faire traverser la rue pour aller
à l'hôtel de Marigny, juste en face. Et puis, il y avait eu ce contrôle de l'image où Emmanuel Macron, très vite, dès qu'il a été élu, empêchait le contre-champ. C'est-à-dire que les photos officielles, un photographe de Libé avait expliqué, moi, j'avais jamais vu ça. D'habitude, quand je faisais la photo du gouvernement, je me baladais où je voulais, je pouvais faire des photos assez sympas. Là, on m'a dit, t'as un carré rouge, tu te mets dedans, tu fais une photo et tu t'en vas. Et j'étais entouré de 15 communicants qui avaient 20-25 ans, qui étaient tous pour me surveiller, et bien sûr que je prenais cet angle-là et pas un autre. Pareil sur les meetings de l'AREM, où tout était, les images étaient vendues aux télé, il n'y avait pas finalement de pool de journalistes qui pouvaient prendre des photos ou des vidéos différentes. Donc ce contrôle de l'image, ce contrôle de l'information, il est 100% Macron. Et c'est quelque chose qui peut emmener vers une dérive autocratique, absolument. Parce que si vous contrôlez si vous empêchez le contre-champ, vous empêchez là déjà une première façon de voir autrement la réalité que vous proposez en tant que chef d'État. Or, ce que veut Emmanuel Macron, c'est que sa réalité est la seule et qu'elle ne peut pas être mise en cause, que sa parole est la seule parole de vérité. C'est pas le cas. C'est un politique comme un autre. Didier Maistre a récemment indiqué dans un de ses tweets que le projet macronien était de faire fermer RT France ou de le faire interdire depuis les Gilets jaunes, on va dire, avec énormément de pression. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cet élément-là? Alors, factuellement, vous regardez comment ça s'est passé lors des manifestations des Gilets jaunes jusqu'à récemment, puisque tous les samedis, il faut rappeler que les Gilets jaunes sont dans la rue pour manifester contre ce pouvoir qui n'a fait que saper le pouvoir d'achat et manipuler les populations avec toujours moins de liberté. Les équipes de RT étaient présentes, systématiquement. Et elles n'étaient pas chassées à coups de cailloux ou quoi que ce soit, comme on a vu les équipes de BFM. Et ça, je condamne les violences, toutes les violences, quelles qu'elles soient, oui, y compris celles contre les journalistes. Parce que ceux qui sont là pour couvrir, même s'ils sont de BFM, ils font leur boulot de journaliste, qui est de couvrir un événement. Donc RT a toujours été présent. Après, c'est une chaîne qui a beaucoup donné la parole aussi aux Gilets jaunes. À un moment, les Gilets jaunes ont eu le droit à la parole. Ça a duré très peu longtemps. Vous avez eu Cyril Hanouna qui les invitait, BFM un peu, puis on s'est rendu compte que ah merde, les Gilets jaunes étaient intelligents, ils pouvaient répondre, et puis ils pouvaient mettre un ministre dans l'embarras, ou un présentateur dans l'embarras. Donc très vite, on a débranché le Gilet jaune du plateau de télé, en disant non, c'est gentil, mais on vous invite plus. RT a continué à les inviter et à essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière ce mouvement. Donc c'est sûr qu'un média qui donne la parole à des mouvements populaires, à des mouvements d'opposition, qui va essayer de montrer ce contre-champ que le pouvoir en place veut cacher, c'est un média qui dérange. Et il y en a d'autres, on n'est pas le seul, mais un média qui en plus n'a aucun, ou sur lequel vous n'avez aucun levier d'accès, puisque vous ne pouvez pas enlever des subventions, vous ne pouvez pas non plus nommer politiquement des responsables à la tête de ce média, vous n'avez pas d'entre-gens par rapport à ça, puisque c'est un État étranger qui fait en sorte que ce média existe. Alors là, c'est encore plus dangereux. Et c'est clair que dès le début, Emmanuel Macron, lorsqu'il invite Vladimir Poutine à Versailles, fait comprendre que RT est une chaîne de propagande. Il avait jamais regardé RT, c'est pas grave, mais c'était pour dire à Poutine, laisse tomber, j'avais pas aimé ce qui s'est passé avec les Macron Leaks, parce que ça venait des Russes, apparemment, et à partir de là, la haine, ou du moins la méfiance qui va jusqu'à la volonté de faire taire ou d'invisibiliser la parole et autres, n'a fait que s'accroître. Et c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'incartade. Et quand vous avez Cédric O qui se félicite de la censure de 2 médias dans une démocratie libérale, on doit s'inquiéter. Qu'un ministre se félicite de la censure de médias, on doit s'inquiéter. Qu'un président se félicite de la censure de médias, on doit s'inquiéter. Or, j'ai l'impression que, parce que c'est la guerre, parce qu'on est habitué aux mesures d'exception, ça fait 2 ans qu'on vit dans des mesures d'exception, y a pas le scandale, il n'y a pas la prise de conscience nécessaire de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire une dérive totalement autoritaire de nos démocraties libérales, qui sont plus des démocraties libérales, puisque la loi de 1881 sur la liberté de la presse donne la liberté à la presse de tout dire, justement, et d'être condamné a posteriori, si jamais vous faites de la diffamation ou autre. Et ensuite, vous pouvez vous défendre dans les tribunaux. Depuis que la Macronie, que l'AREM était aux commandes, vous avez eu la loi Avia, qui voulait faire une censure a priori, avec l'aide des réseaux sociaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la loi Avia, même si elle n'est pas rentrée, elle avait été à l'époque censurée par le Conseil constitutionnel, elle existe aujourd'hui grâce à la loi d'exception, puisque les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tous les autres collaborent avec l'Europe, l'Union européenne de von der Leyen et l'État français pour censurer des médias, et s'en félicitent. Donc, on est en train d'entrer dans un nouveau monde. Un monde de censure et de propagande, ce que je disais tout à l'heure. Mais les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire sur le fait d'être citoyen, sur ce que c'est qu'une démocratie. C'est qu'aujourd'hui, on acte le fait que nous ne sommes plus une démocratie libérale. Alors je dis pas ce qu'on est, parce que je ne sais pas.
Mais on n'est plus aujourd'hui une démocratie libérale. Vous êtes un peu, vous interrogez sur le fait que les journalistes ne répondent pas ou ne soutiennent pas la fermeture de RT. Vous savez, journaliste, c'est un métier extrêmement précaire. Alors vous avez les stars qui gagnent beaucoup d'argent, hein, qui sont la presse de cour, on va dire, et qui vont déjeuner à Matignon, à l'Élysée, qui ont des sources et qui font un travail sur commande. Et puis vous avez les pigistes, ceux qui galèrent, ceux qui savent que leur métier est soumis aux aléas du marché et qui ont peur de perdre ce métier, qui souvent d'ailleurs le quittent pour faire autre chose parce qu'on n'arrive plus à vivre de ce métier. Donc que tout le monde ferme sa gueule, ça m'étonne pas, c'est pas la première fois. Mais si c'était que sur ça, la censure d'un média, ok. Prenons un scandale monumental comme l'affaire Epstein. Toutes les rédactions devraient travailler 24 heures sur 24 à savoir, mais qui était dans le petit livre de Jeffrey Epstein? Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Il vivait en France 4 mois de l'année. Me faites pas croire que 4 mois de l'année, il se passait rien. Donc Jean-Luc Brunel suicidé en prison, ça non plus. Bon, bah voilà, on arrête alors, on arrête d'en parler, ça va, tout va très bien. Donc il y a aussi une volonté d'éviter les emmerdes. Il y a Mediapart qui sort quelques affaires de temps en temps, on va dire, affaires financières, mais sur un feuilletonnage suivi, orchestré. Mais sous la Macronie, comme je vous le disais, le nombre d'affaires qui sont sorties sans effet arrive aussi à décourager les plus féroces des journalistes d'investigation. Et pourtant, il y a du travail. Hein. Vous avez Marc Indevelde qui fait son travail. Vous avez eu le bouquin de David Hellum sur le politique et le néant. Vous avez quand même, à livre ouvert, vous pouvez voir sur l'affaire Alstom aussi, Off Investigation, qui est obligé de faire appel au public pour pouvoir financer ses reportages, puisque aucun média voulait acheter des reportages sur les scandales qui touchent Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Les infiltrés. Bien sûr. Et donc maintenant, tous les gens qui cherchent l'info regardent Élise Lucet en disant éventuellement peut-être qu'on aura un épisode d'Élise Lucet sur France 2 qui va nous parler de l'affaire Alstom. Bon, bah a priori non, hein, on parle des EHPAD, bon, c'est déjà bien. Mais voilà, il y a des sujets radioactifs auxquels il ne faut pas toucher dans cette profession. Et c'est triste, parce que ça fait que si vous touchez à ce sujet radioactif, alors vous tombez directement dans la case conspi. Ah non, faut surtout pas parler de ça. Non, alors là, on veut pas d'emmerde. C'est pas comme ça qu'on va le dire. On va dire non, mais arrête, c'est des conneries. Tu sais bien, tu perds ton temps ou voilà, ce genre de choses. Vous pensez que les journalistes ont peur d'être classifiés dans la case conspi ou... Oui. Alors certains ont peur, d'autres ont peur de perdre leur boulot et d'autres qui ont peur de perdre leur statut social. Donc c'est un métier particulier. C'est Denis Robert qui parle de ce métier en disant attention, on dit journaliste, c'est un mot qui est galvaudé. On a affaire à des travailleurs médiatiques, un peu comme un livreur Uber qui est totalement ubérisé, c'est-à-dire que tu pédales avec ton vélo. Là, on a affaire à ça, avec des pigistes, avec des gens qui sont extrêmement isolés, qui font un boulot précaire, comme je le disais, dans des rédactions où, en fonction du choix politique, on va traiter d'un sujet ou d'un autre, mais tout ça est extrêmement volatile. Donc c'est normal qu'on ait cette malinformation, parce que dans le métier d'informer, mais comme dans le métier de soigner, comme dans le métier d'éduquer, les gens sont maltraités. Cette société de la maltraitance, elle est partout présente, dans toutes les sphères de la société. Donc pourquoi les journalistes seraient exempts de cette maltraitance? Non, ils sont exactement comme un soignant, c'est-à-dire qu'ils voudraient bien faire du bon boulot, mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Si on revient juste un moment sur RT, RT émet en plusieurs langues, on va dire en français, en anglais. Pourquoi, on va dire, fermer RT en France plus particulièrement, parce que c'est un tout petit, on va dire, pays pour RT? Alors non, parce que RT France, c'est toute la francophonie. Donc c'est des millions et des millions de personnes au-delà des Français. Et quand RT France s'est créé, il y a bien sûr la France qui est visée, mais tous les pays francophones, et notamment les pays francophones d'Afrique, puisque depuis des années, la Russie a une politique d'influence en Afrique. Vous pensez que c'est pour, on va dire... influencer au-delà des frontières françaises en utilisant la langue française. Mais absolument, mais c'est même quand vous parlez, l'audience de RT France est assez importante au Maghreb, en Afrique également, et vous avez des gens qui justement étaient heureux de voir débarquer une chaîne francophone de qualité pour traiter des sujets africains autres que RFI.
puisqu'à un moment, même RFI était regardé de manière un peu délicate. C'est la voix de Paris. Donc nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est une autre voix également. Et grâce ou RT fait partie aussi de cette stratégie d'influence de la Russie en Afrique. Ça, c'est évident, bien sûr. Mais c'est pas caché. Il y a une émission spéciale sur l'Afrique qui était présente sur la chaîne d'RT France. On faisait appel à plein de consultants et de personnalités africaines pour parler justement de ce continent. Donc oui, la francophonie était un rôle important de RT France, pas seulement la France. C'était pas mon rôle, parce que moi je parlais de politique française, mais pour le reste de la chaîne, oui, c'était important. Pour vous, donc en tant que journaliste, c'est quoi les bonnes compétences, les bonnes caractéristiques d'un bon journaliste en 2022? Ça reste les mêmes, quelle que soit l'époque, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir envie de justice, il faut être courageux. Et aujourd'hui, vous n'avez peur de rien? Non, parce que c'est pas moi qui vais sortir des affaires, même sur Epstein, je vais pas aller très loin, je pense pas. Enfin, il y a un tel mur du silence. Je travaille avec d'autres journalistes d'ailleurs. On se rend compte de l'ampleur du désastre. Non, j'ai pas peur parce que je vais pas m'attaquer frontalement non plus à ceux qui pourraient tuer. Et puis parce qu'on est en démocratie, donc tout devrait bien se passer. Mais je le dis à l'antenne, si jamais il m'arrive quelque chose. Non, comme pour Monsieur Darmanin, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Non, je sais pas si tout va bien. Ben non, déjà tout va bien se passer, puisque déjà je me retrouve sans rédaction fixe. Alors j'ai un média justement qui s'appelle Le Monde Moderne. Ce que j'essaie de faire, c'est aussi de montrer qu'il est possible d'informer autrement. Donc avec Le Monde Moderne qui est sur Twitch, Facebook, et on a un site internet lemondemoderne.media. L'idée c'est de grossir une communauté, d'avoir une base aussi où la censure ne peut pas exister, puisqu'on peut se bouger sur d'autres plateformes. On a un site qui est hébergé et sécurisé, donc on peut là aussi se débrouiller. Et puis faire le travail qui est décrit par Philippe Cadic, qui est un auteur de science-fiction que j'adore, assez exceptionnel, qui est celui de l'info-clown. C'est-à-dire il y a un de ces romans dans lequel le président est une machine, il n'existe pas, et la première dame est une actrice qu'on change tous les 5 ans, et donc il y a une simulacre de démocratie. Le roman s'appelle Simulacre. Et c'est des cartels, des multinationales qui sont maîtres du monde, et de ce président, en l'occurrence, qui n'existe pas, qui s'appelle la machine. Et il y en a un qui va sortir l'info, qui est un info-clown. Donc en fait, c'est un acteur qui va finalement sortir l'info, que tout ça est faux, etc. Mais personne ne va se réveiller, puisqu'on est déjà dans un monde postmoderne dans lequel on existe. Et je pense que ce rôle de l'info-clown, il est important, de prendre l'info au sérieux, mais de la présenter d'une façon divertissante pour que les gens se disent « mais enfin c'est pas sérieux quoi ». Je conclus toutes les revues de presse en disant « ne prenez pas tout ça trop au sérieux » parce qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Parce que derrière, il faut savoir comment c'est fabriqué, comment ça marche, comment, par exemple, comment on peut ne pas rire quand on sait que le nom de code d'Emmanuel Macron, avant qu'il soit déclaré candidat, c'était Eminem. Dans les équipes de l'AREM, c'est une info de challenge, et je me dis mais pourquoi, je réfléchis pourquoi, ah oui parce qu'il y a Stanislas Guérini qui s'appelle Stan, my name is Stan. Donc c'est drôle, c'en est drôle. Donc on a affaire à un personnel politique qui est encore plus caricatural que ce qui a pu être par le passé. On n'a plus les cases d'humour qu'il y a pu avoir à la télé à une heure de grande écoute, comme les Guignols par exemple de l'info. On sent bien que l'humour même dérange. C'est d'ailleurs je sais plus quel politique, Morin, qui dit c'est quoi ce pays, on a une affiche où on se moque de Macron à Toulon, c'est la France, jusqu'à preuve du contraire, on a une liberté de parole et on a le droit de rire de tout. Alors de moins en moins, hein, puisqu'on a les précédents Charlie, etc. Charlie Hebdo, bien sûr, mais ne tombons pas là-dedans, bordel. La France, c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, pas forcément des droits de l'homme, mais c'est un pays important dans le monde, et pas seulement pour nous, pour ce qui est du domaine des libertés. Or, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on voit que la liberté, c'est un mot vide. On a encore là fait ce travail de novlangue pour enlever toute la signification de la liberté. Le pass, c'est la liberté. On a entendu ça. Le pass redonne la liberté. Après, Dodos, c'est la liberté, etc. Donc, ce travail de sape, aidé par les cabinets de conseil et ces politiques totalement ignorants de l'histoire et de la philosophie, fait qu'on est dans un monde de novlangue, un monde de mensonges, un monde de simulacres, justement, et je vous invite vraiment à lire ce roman de Philippe Cadic, où les mots qui sont des mots importants sont devenus des mots valises. Et ça veut dire quoi? Quand vous enlevez la possibilité d'expliquer le réel avec des mots,
vous enlevez le réel. Vous êtes capable maintenant d'avoir n'importe quel narratif, n'importe quel récit. Et si en plus ça ne suffit pas, vous avez toujours la censure. Et là, ça va tellement vite qu'on passe directement à la case censure en expliquant que c'est une censure pour le bien de tout le monde, puisque là, c'était des méchantes chaînes étrangères qui faisaient de la propagande dégoûtante. Hier soir, il y a un discours d'Emmanuel Macron dans lequel il ne parle pas de sa déclaration de candidature. Aujourd'hui, on apprend que le pass vaccinal pourrait être supprimé le 14 mars. Donc, 3 occasions d'évoquer tout cela. C'est pour vous une bonne méthode de communication ? Formidable. Tant que personne n'est là pour dire c'est n'importe quoi, c'est formidable. Quand vous avez l'Obs qui titre Emmanuel Macron renforce son rôle de père de la nation. Enfin, il est père de la nation de quoi ? C'est un président élu pour 5 ans, il est même pas père, et père de la nation, s'il est père de la nation, c'est un père maltraitant, quoi, on va dire, vu comme il a traité les gilets jaunes, ou les non-vaccinés, qui veut emmerder jusqu'au bout. Donc faut arrêter d'écrire des articles pareils. Je parlais de Bruno Jeudi dans le Paris Match sur la première dame, Brigitte Macron, j'emploie le terme première dame de manière ironique, hein, mais voilà où on en est. Donc tant qu'on aura cette presse de cour qui flagorne, qui colporte la parole officielle, qui la conforte, qui va travailler pour faire un glacis comme ça, de récits officiels en disant attention, c'est pas un récit, c'est de l'information. On est coincé dans un jeu de miroir finalement très difficile à briser, puisque je trouve que la difficulté de la presse indépendante, on va dire, qui elle peut faire ce boulot-là parce qu'elle ne bénéficie pas des subventions, qu'elle s'en fout d'être dans la cour ou pas. Le problème, c'est l'audience. Aujourd'hui, la guerre de l'audience, elle est clé. Et si jamais vous avez le malheur de faire de l'audience, quand vous avez une autre façon d'informer, alors les plateformes sont là pour, via les algorithmes, vous enlever ce qui vous restait d'audience. En disant non, mais attendez, il faut pas déconner, c'est pas des vidéos qui doivent faire 1 million de vues. Vite, débranchons. C'est ce qui nous est arrivé, on va dire. Exact, mais c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, c'est scandaleux. C'est-à-dire que ce travail des États et des plateformes américaines pour la censure de l'information, le contrôle de l'information est scandaleux. Parce que derrière, ça veut dire quoi ? À partir du moment où vous avez l'audience, c'est comme Maximus dans le cirque de Rome, vous avez le peuple, vous avez la politique, vous avez gagné. Or, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il n'y ait plus de cirque. Et que si vous êtes Maximus, on ne vous voit même pas. Donc, vous avez beau être là avec votre petite épée, si l'empereur Commode est là, et l'empereur Commode, il fait appuyer sur un bouton, c'est bon, il n'y a plus personne ne l'a vu, on ne connaît pas son nom, allez, on passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a une grave crise, on va dire, qui est à nos portes en Ukraine, qui est venue supplanter la crise du Covid. Donc, comme je crois que c'est André Berkoff qui a dit hier, Covid revient parce que on avait plus de liberté. On avait plus de liberté avant. Donc, pour vous, c'est quoi ? C'est une autre couche qui vient supplanter la couche du Covid dans le cadre de la propagande ? Non, je pense que... Alors après, le monde est tel qu'il est. Il y aura toujours des événements qui vont arriver d'un moment à un autre. Ce qui est extraordinaire... Mais celui-là, on pouvait le voir venir. Non, mais alors, je vais y venir. C'est ça qui est impressionnant, c'est que dans cet événement, on est vraiment dans la postmodernité. Absolument. C'est-à-dire que Xi Jinping demande à Vladimir Poutine d'attendre la fin des JO pour lancer l'opération militaire en Ukraine. Donc, tout le monde savait. Les Américains, d'ailleurs, ils disaient « Attention, il y a 150 000 chars à la frontière, ils vont machin, etc. » Bon, moi, j'y croyais pas. Je dis « Non, mais non, c'est du bluff. » Bon, il est rentré. Je fais « Ah bon, ok, bon. » Donc, on peut se tromper. N'empêche que derrière cette opération, vous avez autant de com, quasiment, que de guerre classique. Ce qui se passe de très différent dans cette guerre en Ukraine, c'est qu'on est à l'âge des réseaux sociaux. 14-18, j'en parlais dans une des revues de presse, 14-18, 1913-1914, vous avez une campagne de dénigrement contre Jean Jaurès, qui était pacifiste, qui le traite de fillette, de vendu, de pute du Kaiser, etc. Exactement les mêmes termes, quasiment employés par Raphaël Enthoven et tous les vendeurs de guerre actuellement, contre les pacifistes, quels qu'ils soient. Les mêmes qui sont là pour dénigrer et appeler quasiment au meurtre, puisqu'on appelait au meurtre de Jaurès, c'est arrivé. Donc attention, on refait la même chose. Et puis la guerre éclate, et qu'est-ce qui se passe ? Une loi d'exception arrive en disant attention, les journalistes, vous n'aurez plus le droit d'aller au front et vous aurez les nouvelles officielles données par le ministère de la Guerre qui vous expliquera comment ça se passe. Et là, vous avez des faux témoignages de poilus vendus par le ministère de la Guerre, enfin, offerts par le ministère de la Guerre à tous les médias qui sont repris par La Croix, par tous les grands médias de l'époque, où le faux poilu explique que la guerre, on mange mieux qu'à l'usine, on bosse moins, on picole, c'est super, c'est une promenade de santé. On est dans les premiers mois de la guerre. Donc la propagande est là. Et on a quoi avec cette guerre en Ukraine ? La même chose. Vous avez d'un côté le camp du bien,
identifié par Zelensky, le peuple ukrainien qui va se battre pour sa liberté. Et oui, attention, je dis pas que l'Ukraine est une nation qui avait des frontières délimitées, et donc là on a une agression de la part de la Russie qui ne respecte pas ses frontières, puisqu'il y a des républiques autoproclamées. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais géopolitiquement c'est compliqué. Après, voilà, une nation souveraine doit se défendre, et c'est ce que font les Ukrainiens. Sauf que ils ne sont ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Et là, on a un réveil de l'OTAN. Un no man's land. Ouais, un no man's land, sauf que un no man's land sur lequel saute l'Union européenne et l'OTAN pour pousser le peuple ukrainien à la guerre absolue, la guerre totale, en envoyant des armes, de l'argent, etc. Sachant que beaucoup des infrastructures et de l'armée ont été détruites par les premiers mouvements russes, donc c'est compliqué. Et donc on invite les Ukrainiens à une sorte de guerre civile. De l'autre côté, on a des troupes russes, soldats qui avancent péniblement apparemment, mais qui continuent, mais qui veulent pas non plus tirer sur les civils. Donc l'idée, c'est pas une guerre civile, c'était de faire une guerre conventionnelle avec une armée contre une armée. Bon, là, ça ne marche plus. Donc qu'est-ce qui se passe là? On rentre dans le modèle de la guerre informationnelle totale. Et en débranchant les chaînes de propagande russes, c'est-à-dire la façon de s'informer autrement sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils racontent de l'autre côté, pourquoi ils racontent ça de l'autre côté. C'est important de connaître son ennemi si on est en guerre. Ben pourquoi on fait ça? C'est que la propagande doit être tellement nulle qu'il faut qu'il y ait juste un diapason comme en 14-18, sauf qu'il y a les réseaux sociaux. Et là, ça complique encore l'affaire, puisque TikTok, par exemple, je m'attendais pas à ça. TikTok, où c'était des gamines qui dansent, qui font des tutos maquillage. Là, on a des scènes de gens qui filment les frappes, les chars qui passent, etc. Donc on peut s'informer comme ça. Puis on apprend que vous avez 1000 correspondants étrangers, quasiment, selon Reporters sans frontières, qui sont en Ukraine, qui font leur travail, sauf que BFM trouve un correspondant qui, visiblement, faisait tout depuis son salon. Enfin, c'était assez étonnant. Donc, je sais pas où on en est de cette couverture. Et quand vous avez des échos, ils sont très différents, que vous soyez dans le Donbass, à Kiev, etc. C'est très difficile d'avoir l'info. Donc, on se retrouve finalement dans le même brouillard qu'en 14, enfin que n'importe quelle guerre. C'est encore plus dur d'informer et d'avoir l'info quand on est en guerre. Parce que là, du coup, chaque source devient potentiellement un outil de propagande d'un camp ou d'un autre. Et là, le dossier ukrainien est particulièrement exceptionnel parce que avant cette guerre, très peu de personnes connaissaient l'Ukraine et pourtant il y a eu la guerre depuis 8 ans, quasiment 14 000 morts. C'est quelque chose. Depuis 2014, on sait que l'Ukraine est un problème au cœur de l'Europe. On sait que on a 2 Ukraines, pas seulement une, et qu'on a aussi des velléités par rapport à Kiev et ce qu'était l'Empire russe auparavant. Donc, on aurait pu résoudre ce problème. La volonté politique. Quand on voit, d'ailleurs, pour censurer la Russie et faire la guerre à la Russie, la volonté politique est là. On saisit les navires des oligarques, on interdit les sportifs et les intellectuels, on est en train de blacklister la Russie de partout. Ça, donc on peut le faire. On aurait pu, dès 2014, mettre toute cette énergie politique à résoudre le problème ukrainien. C'est ce que demandait d'ailleurs Vladimir Poutine avec Minsk II, c'est ce qu'avait fait François Hollande en essayant de faire ces accords. Ces accords n'ont pas été respectés. On en est là parce que les Occidentaux ont fait de la merde, excusez-moi du terme. Mais ils n'ont pas travaillé. Ils ont fait semblant, ils ont fait croire que oui, on serait d'accord sur à peu près ça, sauf que les bombardements continuaient dans le Donbass, sauf que la guerre continuait, les morts continuaient, mais on n'en parlait pas. Et puis après, aussi, si on ne veut pas comprendre le monde des non-alignés, c'est-à-dire ceux qui ne font pas allégeance au dollar, il faut voir comment le monde existe. C'est-à-dire que quand vous regardez les bombardements des Américains à Bagdad, ou en Libye, ou partout où ils sont arrivés, le nombre de morts civiles était cataclysmique. On parlait là de victimes collatérales de frappes chirurgicales, guerre en Irak. On parlait d'enfants qui étaient brûlés à vif, on parle d'horreur, de crimes de guerre. C'est les États-Unis. C'est pour la démocratie, c'est pour la liberté. Mais quand vous êtes irakien, que vous avez perdu votre famille dans une frappe américaine, vous croyez que vous êtes aligné, que vous pensez que le dollar est génial et que les Américains ont vendu la liberté? Ils vous ont vendu le chaos, la misère, la mort. Et sauf que Madeleine Albright, qui était secrétaire aux affaires étrangères je crois que c'était Bush, senior, qui expliquait que oui, sur les milliers d'enfants morts, c'était le prix à payer pour la démocratie. Mais comme ça. Hillary Clinton qui rigole en disant « Ah, on est venu, on l'a bombardé, on l'a tué », en parlant de Kadhafi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas tolérer qu'un pays, aussi riche soit-il, aussi puissant, aussi armé soit-il, ait le droit de tuer des civils de manière éhontée pour, soi-disant, la démocratie, et ne soit jamais arrêté par la communauté internationale. Donc, du côté russe, qui fait une opération, et là, je suis pas payé par Vladimir Poutine, la chaîne est fermée, et j'ai jamais rencontré Poutine, et j'ai jamais fait de propagande pour Poutine. Et je pense qu'il a fait une erreur en envahissant l'Ukraine, parce qu'il y a un calcul des forces en présence qui est pas forcément le bon. Mais quand il envoie son armée, c'est pas pour tuer des civils, c'est pas pour faire des frappes chirurgicales avec des avions qui vont bombarder avec des tonnes et des tonnes de bombes des civils.
Ça n'a rien à voir avec une opération américaine. Donc lui, dans sa tête, il se dit, ça va passer, puisque là, je fais une opération de pacification. Là encore, on peut voir les termes. Donc ils vont pas m'ennuyer, puisque c'est un peu ma province. Mais ça se passe pas du tout comme ça. Et là, la façon dont le monde réagit, et c'est normal à l'agression d'une nation souveraine, ok, mais je trouve qu'il y a un retour du macartisme, de la russophobie qui tombe là-dedans, sans vouloir voir les horreurs qu'ont pu commettre les Américains lors des guerres précédentes. Moi, ça m'écœure. Ce qui veut dire qu'on laisse aucune marge de manœuvre à Poutine, alors que les Américains, ils peuvent bombarder un hôpital et sans que personne s'en offusque. Où ils veulent, quand ils veulent. De toute façon, c'est eux, ils sont le camp du bien, c'est pour la démocratie. Ouais, enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez Joe Biden qui confond l'Ukraine et l'Iran, quoi. Enfin, de la même manière que vous, en tant que journaliste, si vous parlez, on va dire, d'un sujet qui n'est pas du consensus, on va vous bombarder dessus, et alors que sur les autres chaînes, on peut parler des masques qui n'existent pas sans aucun problème. Ah ben, on peut parler, ouais, c'est ça, c'est... À partir du moment où vous mettez le doigt, la complexité n'a plus sa place, en fait. Or, le journalisme, c'est un des métiers, justement, où on peut quand même encore prendre le temps de la complexité, où on peut expliquer. Alors, vous avez d'ailleurs des journalistes spécialisés pour ça, hein, qui vont vous parler de choses de manière spécialisée, en disant, voilà, moi, je connais bien ce dossier. Les militaires aussi, qui parlent du dossier ukrainien actuellement à la télé, qui sont pas du tout sur la ligne de l'Élysée, qui vous expliquent que l'OTAN, quand même, a fait un peu n'importe quoi, et que c'est extrêmement dangereux de rentrer dans une escalade avec les Russes. Donc, c'est la parole d'expert qui a disparu d'une certaine façon, remplacée par le récit, parce que les consultants sont partout et que finalement on se dit mais c'est trop compliqué. Le français à 20h, il allume la télé, tu peux pas déjà les noms, il va pas comprendre. Donetsk, c'est trop compliqué. Fais simple. Donc on fait simple, donc on schématise, pensant faire le bien des populations, mais attention, le bien, le mal, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Voilà, c'est tout. Il y a une information, là, je crois qu'elle est sortie hier ou aujourd'hui, que le procureur de la Cour pénale internationale est en train a reçu suffisamment d'informations pour ouvrir une enquête sur des crimes qui auraient pu avoir de génocide en Ukraine. Vous avez à commenter sur cette information ou... Non, mais tout est extrêmement rapide. C'est exactement comme... alors, ça arrive au bon moment, quoi, quelque part, ça là. Oui, mais je pense que tout le monde attendait ce déclic pour sauter sur Poutine et faire en sorte qu'il quitte le pouvoir, d'une certaine façon. Donc là, le risque, c'est que ça devienne une campagne de russophobie, où tout le peuple russe va souffrir, alors qu'il y a des Russes qui manifestent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, à Moscou et ailleurs contre la guerre. Et on voit bien, enfin, il y a eu cette même réaction de haine lors des attentats islamistes contre la communauté musulmane. C'est-à-dire, c'est une haine qui est totalement gratuite, alimentée d'une certaine façon par des médias qui mal informent. On l'a vu avec les non-vaccinés. Enfin, je veux dire, c'est cette façon de monter les humains contre les autres. Les médias sont responsables, souvent. Radio Mille Collines au Rwanda. Sans Radio Mille Collines, vous n'avez pas un génocide aussi rapide, aussi important. Donc, ce rôle finalement de catalyseur de la haine des médias, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'autocritique. Il n'y a pas eu assez non plus de se rendre compte en fait du rôle. Un média, c'est important pour informer. C'est pas là pour créer un camp contre un autre ou faire un jeu. Alors on peut. Je parlais des médias d'opinion, oui, mais c'est des médias d'opinion. Mais les médias mainstream, enfin notamment télé publique, radio publique, devraient faire attention à ce qu'ils disent. Or, on a vu pendant le Covid et maintenant, Sophie Aram, qui s'est fait un malin plaisir de se foutre de ma gueule, font tout à fait l'inverse. Ils ont un rôle, c'est des médias publics. Vous parlez quelque part, il y a deux groupes, on va dire, les vaccinés, les covidistes, les russophiles, de l'autre côté, les russophobes, les non-vaccinés. Vous arrivez à faire une différenciation, on va dire, entre le niveau intellectuel entre les deux groupes? Sur Twitter, oui, clairement. Vous avez les trolls d'un camp sont quand même beaucoup moins drôles, parce que un troll sur les réseaux sociaux, quand c'est drôle, ça me va. C'est le jeu, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Là, il y a un camp qui est vraiment très premier degré. Et qui est assez, d'ailleurs, qui est assez effrayant en fait dans ce premier degré, parce qu'on se rend compte de la porosité à la propagande de cette population. Alors, soit c'est des pharmatrolls et on joue à ça, et j'espère que derrière c'est des gens qui ont fait des écoles et qui s'amusent avec des faux comptes. Si c'est des vrais comptes de vrais gens, il y a une misère intellectuelle qui est effrayante, mais qui vient de ce que je parlais tout à l'heure, de l'éducation média, mais l'éducation tout court. À partir du moment où l'éducation nationale a quitté la voie de former des citoyens éclairés pour en faire des futurs travailleurs potentiellement chômeurs mais qui accepteront un ordre injuste,
on est capable de faire tout et n'importe quoi et de manipuler largement un pays. L'abstention, par exemple, on va bientôt, dans quelques jours, avoir un vote important à la présidentielle. L'abstention arrange aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir. Le moins de gens votent, le mieux. Et j'avais entendu un conseiller qui disait, mais vous savez, le taux d'abstention, s'il est élevé, ça veut dire une bonne chose, c'est que tout va bien dans notre pays. Les gens ne sentent pas la nécessité de voter. Non, c'est faux. C'est comme ça qu'on pense dans ces sphères-là. Donc l'abstention, pour moi, c'est plutôt le symbole d'un aboutissement, d'une réalisation, en fait, de déposséder le citoyen de son pouvoir politique pour en faire un consommateur, un assisté, ce que vous voulez, ou un danger, un ennemi de l'intérieur. Mais certainement pas un citoyen qui a un droit, celui de voter. Et ce droit-là, il est essentiel. Il est essentiel. On s'est battu pour l'avoir. Et le fait de le minimiser, d'avoir cette petite phrase du tous pourri, d'avoir aussi un jeu d'acteurs, la cinquième, telle qu'elle a été modifiée par les différentes réformes, est maintenant une parodie de régime. Donc évidemment que l'élection présidentielle, ça devient ridicule. Les 500 signatures, on l'a vu, mais même la façon dont les candidats sont présentés comme des paquets de lessive, quoi, en disant allez-y, vous allez voter pour celui qui. Donc voilà, c'est important de se rendre compte avec la dépolitisation arrive progressivement l'autoritarisme et la disparition des libertés. Il faut être conscient que les libertés, c'est fragile. Tout à l'heure, vous nous parliez qu'au niveau de la Macronie, il y avait une forme de contrôle. On va dire les journalistes doivent se mettre là, ils doivent parler de ce genre de choses. Donc, on va dire une société du totalitarisme ou du contrôle. Et pourtant, on voit quand même des ministres comme Bruno Le Maire ou Le Drian qui font des sorties un peu déplacées, en disant qu'on a fait la guerre à la Russie alors qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, que ce matin, il y a... ou hier, Le Drian qui dit que il faut s'attendre au pire, il faut se préparer au pire. C'est quoi votre point de vue, si on va dire, sur le futur proche? Vous êtes d'accord avec il faut s'attendre au pire? Sur les marchés financiers, oui. Enfin, je crois que ça fait 2 ans que les banques centrales font n'importe quoi. Donc, l'inflation à 6%, même si Christine Lagarde, il y a un mois, disait « Oh, ce sera contrôlé autour de 3%, on voit très bien qu'ils sont dépassés. Les mécanismes sont c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. C'est pas l'histoire qui se répète. Mais le fait de produire de l'inflation avec de la monnaie de singe, ça a toujours existé. Ça y est, on y est. On a un pays qui se veut le gendarme du monde, qui est endetté à hauteur de 3 000 milliards de dollars. C'est même plus de la dette. Enfin, à ce moment-là, c'est virtuel. Et nous, on est en train de s'endetter aussi, la France, avec le quoi qu'il en coûte, et maintenant le plan de résilience. C'est-à-dire que nos gouvernants foutent en l'air l'économie, foutent en l'air le pays, et ensuite nous font payer pour qu'on paye finalement, qu'on sauve les marchés financiers. Ça va péter. À un moment, ça va péter. De toute façon, les crises financières, il y en a plus qu'on ne croit. Hein. C'est pas 29 et puis non, entre 29 et aujourd'hui, vous en avez 15, 20, je sais pas combien, mais plus ou moins fortes. Mais le marché s'autorégule par la crise. Or là, on arrive à une fin de cycle. C'est-à-dire, est-ce que l'euro peut survivre à une crise de cette ampleur ? Alors là, on voit une unité européenne formidable face à l'agresseur russe. On se rend compte que, ah oui, ça marche, les 27, pas pour la reconnaissance de l'Ukraine ou les faire rentrer dans l'Union européenne directement, mais très vite, si on rentre dans une crise financière, la zone euro va subir des turbulences qui risquent de disloquer l'avion. Ça va être compliqué de tenir entre un euro espagnol, un euro grec, un euro français, un euro allemand. Et aujourd'hui, le problème que moi je vois, c'est que nous avons des gouvernants en France qui ne défendent pas les intérêts français. Emmanuel Macron pense Europe, pense monde, pense Allemagne, pense ce que vous voulez, mais il pense pas France. Or, si on ne défend pas nos intérêts, qui va le faire? Enfin, si nos gouvernants ne défendent pas nos intérêts, qui va le faire? Le problème est là. Et en temps de crise, et oui, devant nous, effectivement, une grave crise se profile, mais parce qu'on va faire des sanctions contre les Russes, qui sont des sanctions contre tous les peuples de la Terre. À partir du moment où vous empêchez le commerce du blé, le commerce de l'uranium, du titane, du gaz, de matières essentielles, vous allez créer des famines, vous allez créer une explosion des prix, vous allez créer une paupérisation, vous allez créer du chômage, vous allez créer en fait une grave crise au sein de nos sociétés occidentales. Pas seulement au sein des Russes. Ça me fait doucement rire quand on dit les Russes vont connaître l'hyperinflation et on va mettre leur économie à genoux. Non, Bruno Le Maire, cher Bruno Le Maire, si vous nous écoutez, c'est l'économie française, l'économie européenne que vous allez mettre à genoux. Pas seulement l'économie russe. Et vous aurez réussi, on pourra vous applaudir dès demain. Alors peut-être que vous êtes payé pour ça, mais les Français qui vous ont élu devraient le savoir à ce moment-là. Ce matin, le pétrole était au prix de 2018, 110 $ et quelques le baril. Vous attendez donc à des mouvements sociaux du type Gilets jaunes ?
Je pense que c'était de la rigolade. Si on rentre dans cette crise où l'essence sera inabordable, où on va rentrer dans des famines au Maghreb, on a eu les révolutions, les printemps arabes, suite au prix des matières premières. On va avoir à peu près la même chose. Bon, les printemps arabes ont été très vite confisqués. Là, encore une fois, tout le problème aujourd'hui du jeu mondial, c'est que les peuples sont dépossédés du pouvoir politique. Tout simplement. Vous avez une caste, quelle qu'elle soit, oligarque d'un côté, milliardaire de l'autre, qui a privatisé le pouvoir politique, qui en a fait une façade, un jeu, un ripollinage, mais le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple en France, montrez-le-moi, j'aimerais bien savoir où il est. Je ne crois pas que le peuple aurait voté pour le pass sanitaire, et c'est Julian Assange qui le disait très justement, jamais les peuples ne veulent la guerre. Pour emmener un peuple en guerre, il faut le désinformer. Il faut lui vendre de la soupe, il faut lui faire croire que la guerre est nécessaire, etc. Donc il faut d'abord commencer par une campagne de désinformation pour que le peuple ait envie de la guerre. Parce que jamais le peuple a envie de la guerre. Très rarement. Donc le côté les sales boches, 14-18, ça devait durer 3 mois, c'était la fleur au fusil, on va se faire du boche, on va rigoler. On a vu, c'est le massacre d'une génération, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Donc à un moment, c'est cette réalité-là qu'il faut montrer. Je pense que le retour du pouvoir des peuples. Et ce mot populisme qui fait peur à nos élites autoproclamées. Pourquoi? Parce que dans le populisme, on porte justement un projet politique de reprise du pouvoir par le peuple, du pouvoir politique. Vous avez le RIC, vous avez Ensemble Citoyen, vous avez plein de mouvements actuellement qui travaillent justement en profondeur, sans être traités par les médias, évidemment. Je pense à Clara Heger, par exemple, ou d'autres candidats qui portent justement cette proposition de société. Ceux-là sont mis au banc. Et puis le populisme, c'est sale. Faut surtout pas parler au peuple. Attention, vous vous rendez compte. Et puis bon, ça me fait doucement rire quand un candidat issu du cercle germano-pratin se dit soudain un candidat des classes populaires. Je vois pas comment c'est possible quand on déjeune ou qu'on fait ses courses au bon marché, ensuite d'aller parler en disant ah, mais je vous ai compris. Bon, pourquoi pas? Peut-être le monde a changé. Mais ce nœud politique important, il faut exproprier les élites autoproclamées du pouvoir pour reprendre le pouvoir, mais le pouvoir populaire, parce que je suis désolé, le pass sanitaire n'avait pas lieu d'être, le pass vaccinal non plus. C'est décidé par un entre-soi de gens mal informés, volontairement mal informés. Quand Olivier Véran va vendre sa soupe au Sénat, c'est dingue que les sénateurs écoutent Olivier Véran. Enfin, vous êtes sénateur, vous êtes censé être un peu plus informé que n'importe quel Français. Votre boulot, c'est quand même de dire, mais attendez, il raconte n'importe quoi. Moi, j'ai bien lu un rapport pour me dire, mais ça sert à rien. Tous les pays qui l'ont mis, mais enfin, Monsieur Véran, Monsieur le ministre. Or, on a des gens qui votent en disant, on le vote, on verra. Et puis, un mois après, qu'ils disent, ah, c'est vrai que c'était stupide d'avoir voté ça. C'était même le lendemain, ou quelques jours après, Valérie Pécresse. Vous servez à quoi? Enfin, t'as envie de les secouer, quoi. Donc là, non, voilà, il y a ce projet populiste important, et ça veut pas dire que c'est sale. Non, ça veut dire que c'est nécessaire. C'est-à-dire que si on veut éviter des millions de morts, si on veut éviter encore des famines, si on veut éviter toujours ce même jeu où les mêmes font de l'argent et les mêmes souffrent pour l'argent des autres, il va falloir à un moment reprendre le pouvoir, de manière démocratique, de manière organisée et de manière politique. On a vu quand même ces derniers mois une forme d'étatisation des droits, puisque le Conseil d'État suit trop souvent le gouvernement. Il faut reprendre le pouvoir. Comment ? C'est ce que je viens de dire, de manière politique. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, de grands mouvements populaire, populiste, politique. Il y a cette tentative du côté de la France insoumise de faire le Parlement de l'Union populaire, qui s'appelle maintenant Union populaire. Vous avez du côté, ça fait longtemps, du Rassemblement national, qui essaye aussi de parler aux couches populaires qui ont été désertées par les partis traditionnels, que ce soit les Républicains comme le Parti socialiste. Ils en sont là aujourd'hui parce qu'ils ont arrêté de parler aux couches populaires. C'était trop compliqué, ça demandait trop d'investissement, et puis ça rapporte pas assez d'argent sans doute. Donc la réduction de la politique à quelques acteurs qui sont coincés dans 14 km² au centre de Paris et qui décident de tout parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est pas ça, hein, une nation. Donc c'est important. Et puis les mouvements sur la ruralité, Jean Lassalle et d'autres, faire comprendre que Paris n'est pas la France, que ce pays mérite mieux que la classe politique actuelle, et que derrière la peur des élites du populisme, et on le voit dans les sondages, c'est-à-dire que aujourd'hui les grands partis qui ont autant d'élus ne représentent plus rien au niveau national. On a une assemblée non représentative parce que la proportionnelle, à chaque fois, est retoquée en disant c'est pas le moment, on peut pas mettre en place. Mais si jamais vous aviez un vote à la proportionnelle, vous auriez jamais autant de députés de La République En Marche. Jamais. Et la politique serait tout à fait différente. Au lieu d'avoir des mouvements sociaux dans la rue, vous auriez un vrai débat parlementaire au sein de l'Assemblée nationale.
Alexis Poulain, merci beaucoup pour toutes ces explications. On a fait un long panorama, peut-être juste le mot de la fin. Après RT France, qu'est-ce qui reste pour vous? On va dire, c'est quoi votre demain? Bah, mon aujourd'hui, c'est le monde moderne, comme je le disais. Donc, YouTube, tous les matins, Twitch.tv, le monde moderne, tous les matins, c'est une revue de presse. C'est aussi l'envie d'en faire un vrai média, puisqu'aujourd'hui, on fait peu de choses parce qu'on manque de moyens. Donc, si vous pouvez nous soutenir, vous abonner sur nos chaînes. Et l'idée, c'est d'arriver aussi à trouver des investisseurs pour développer ce média, avoir un nouveau média indépendant, parce que je pense que ça rapporte pas, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pourquoi? Pour la démocratie, c'est nécessaire aussi pour le bien-être. À un certain moment, se dire « je ne suis pas seul », le nombre de messages, de remerciements que je reçois de gens qui regardent la revue de presse en me disant « mais vous m'aidez à tenir en fait parce que j'arrive à en rire alors que je suis désespéré », je crois que c'est important de dire aux gens « vous n'êtes pas seul et ne prenez pas ça trop au sérieux ». Donc mon présent, c'est ça, c'est d'essayer de pousser ça davantage. Et puis le futur, on verra, quand je parlais de représentation nationale, je me verrai bien avec une écharpe aussi pour défendre les voix populaires et dire on doit faire des lois et être nombreux à faire des lois qui vont dans le sens de l'intérêt collectif et pas de l'intérêt particulier de quelques lobbies. Donc quand le matin vous vous rasez ou vous regardez dans la glace en vous rasant, vous êtes fier de ce que vous faites? Moi, je me rase pas, mais je suis fier quand même. on va dire que je m'amuse parce que c'est important de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Mais au-delà de l'amusement que ça me procure, je pense qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie nécessité. Et puis j'essaye, voilà, de faire vivre autrement ce métier, comme je disais, galvaudé de journaliste, en n'étant pas forcément un travailleur médiatique, mais un info-clown, comme Philippe Cadic l'a théorisé, parce que c'est important de faire vivre l'information de cette façon-là. Ben écoutez, Alexis Poulain, merci beaucoup de toutes ces explications. Même si jamais vous ne vous rasez pas, vous n'avez pas hésité à couper les cheveux en quatre et à dire la vérité. Et je vous remercie. Et donc, on invite tout le monde à venir vous soutenir, puisqu'on aime bien avoir des gens comme vous qui viennent et avec un franc-parler et une liberté d'expression. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel. Bonne journée. Merci à vous.